L'esprit de compétition dans le couple est-il une bonne ou une mauvaise chose? Se challenger, c'est bon pour la morale et pour le couple, sinon on s'endort sur les acquis. Mais il faut bien doser pour ne pas complexer l'autre et l'inhiber. L'amour est sportif, est parfois plus proche du Krav Maga que de la natation synchronisée. Il faut avoir un bon cardio pour supporter les hauts et les bas, de l'endurance pour réinventer la vie sexuelle du couple sur le long terme. Son énergie, son adrénaline, barre de relations durables. Bien sûr, il faut aussi du temps de récupération, un certain sens de la solidarité. Que celle qui n'a jamais entendu un tube de paracétamol à son conjoint brûlant de fièvre lève la main. Dans le même esprit sportif, il faut maintenir en société une impression d'harmonie, du couple uni, même si au retour dans la voiture, cela explose. Elle, tu frimes avec la consommation durable alors que c'est mon domaine. Lui, et alors, te déposer un brevet? Un peu de rivalité, c'est bien, cela favorise la remise en question. Mais trop, c'est minant, décourageant, comme une barre d'obstacles hors d'atteinte. Comment passer de la compétition compare à une compétition émulation qui amène chacun à se dépasser. Pourquoi certains ne se sentent bien qu'une fois le conjoint mis KO? Un arbitrage est nécessaire, avec l'expert Bernard Geberoix, psychothérapeute du couple. Quant à Camille Rocher, psychologue, elle nous propose des astuces ménotechniques pour que compétition rime avec plaisir et noces d'or. Adversaire ou partenaire. Dans le jeu de lutte et de position, les deux participants sont des adversaires. L'un va gagner, l'autre perdre. En amour, on construit une relation en base en compare. Quoique parfois on se demande, notre homme fait la tête parce qu'on a une place pour genre et pas d'heure. Au lieu de se réjouir pour nous, il l'enrage. T'as de la chance, toi. Alors, on culpabilise et on refile notre billet pour avoir la paix. Quand on est dans la comparaison, on n'est plus dans le partenariat, commente Bernard Geberoix. Cela vient d'une ancienne expérience amoureuse bâtie sur la rivalité ou de la reproduction d'un schéma familial. Les parents comparent les enfants et relèvent que l'un d'eux est excellent dans un domaine. Sous-entendu, les autres sont moins bien. Adultes, on dresse l'inventaire de ce que l'autre a et qui nous a fait défaut. On demande réparation alors que le couple est justement le lieu idéal pour relancer les dés, changer de rôle, de pièces de théâtre. Outil numéro 1. Pour sortir d'une attitude défensive, mettez en place un cercle vertueux. Trouvez un mot doux, un geste d'apaisement qui vous inspire. Lorsque scène s'emballe, murmurez le mot talisman. Le geste d'apaisement vient ensuite naturellement et la tension retombe. En public, pourquoi donner l'image d'un couple sous tension? Combativité, compétitivité sont des valeurs clés en entreprise. On peut y adhérer au point de les trimballer avec soi à la maison. Parfois, on arrondit avec cette injonction de performance, nos parents faisant une ficette sur les notes. 16 en maths, c'est tout. Plus tard, c'est le salaire qui deviendra la mesure de référence. Je pèse 57 000 euros par an, donc je suis. Et on voudrait gérer son couple comme une petite moyenne entreprise. La rivalité se cristallise souvent autour de la question de l'argent, du pouvoir et du leadership. Reprend le thérapeute. Parfois, c'est celui qui possède le moins qui est dans la compétition. Il peut se sentir érasé et dénigrer l'autre, minimiser sa réussite pour tenter de rétablir un équilibre. En société, parce qu'il y a un public, la rivalité s'exagère. La monopolise l'attention, coupe les paroles,
Répète l'autre qui finit par se sentir moche et bête. Question. Son lit en soirée, est-on aussi éteinte ou au contraire extraverti? Le problème vient évidemment de celui qui ne laisse pas l'autre s'épanouir. Être en couple, ce n'est pas monter sur un podium. Si l'on est dans une rivalité excessive, c'est souvent le signe que l'on n'a pas envie de s'engager, de faire couple. Et on tient son partenaire à distance, pour montrer aux autres qu'on est libre. Outil numéro 2. Remettez l'intime au cœur de la relation, de manière à ce que les émotions ressenties dans le couple prennent plus d'importance que les complexes liés à la réussite et l'image de soi. Créez une date anniversaire secrète qui célèbre un joli souvenir ensemble et repensez-y dans les prises de bec. Cela aide à relativiser ce que l'on vit à ce moment-là, à prendre du recul. Avoir le dernier mot, est-ce vraiment important? Certains couples s'épanouissent dans une relation dominant-dominée sans pour autant devenir SM. Tantôt c'est madame qui commande, tantôt c'est monsieur, dans un jeu où la confiance règne. On est dans la rivalité lorsque l'ego l'emporte sur la raison et la dispute sur la discussion. C'est une situation qui se campe dans l'enfance avec des parents qui ne sont pas solidaires de la manière d'éduquer, l'un disant oui quand l'autre dit non, disqualifiant ainsi l'autre parent, explique Bernard Geberik. Cela donne un adulte qui veut toujours avoir raison, quitte à léser le partenaire. Exemple, au début de la relation, l'homme et la femme sont d'accord pour mener de front sa vie professionnelle et familiale. C'est souvent la femme qui revoit ses ambitions à la baisse. Normalement, son compagnon va chercher avec elle une solution pour rétablir l'équilibre. Celui qui est dans une rivalité va tenter de minimiser le problème, de rejeter la faute sur sa moitié. Elle est moins performante au boulot, a haine de mieux s'organiser et ne prend pas en considération ses accouplements corrects. Trop de responsabilités familiales, domestiques, trop de fatigue. Une manière d'agir à la fois égoïste et manipulatrice. Outil numéro 3. Évaluez ce que vous ressentez lorsque l'autre veut avoir raison. Sur une chaîne allant de 0 à affreux à 10 super. Rien de tel qu'un chiffre pour mieux cerner ses frustrations. Réfléchissez à la manière de gagner des points. Dites à l'autre, sur une échelle de 0 à 10, professionnellement, je me sens à 2, c'est grave. Il y a des accouplements pour tout. Que peut-il opposer à un chiffre? Comment challenger l'autre sans le manipuler? Vive la compétition qui nous stimule. Le bon partenaire nous souffle une idée. Lance une campagne de financement participatif pour booster ton site. Va nous mettre les pieds à l'étrier. On va la monter ensemble. Cet homme-là nous vaut du bien. Mais attention à celui qui a des ambitions à notre place. On peut être flatté, mais gare à la chute. Selon le thérapeute, quand le soutien s'assortit d'exigence, de pression, on peut soupçonner un désir de dominer. On risque de mettre l'autre en difficulté et de l'humilier. Challenger, c'est accompagner sans faire les choses à la place de l'autre, ni créer un sentiment de dette. Le fameux « après tout ce que je fais pour toi ». Car la complémentarité ne signifie pas que l'un a toutes les capacités et l'autre aucune, mais que chacun a des qualités à mettre dans le pot commun. Outil numéro 4. Les lettres sont des repères. Dans une situation où l'un domine et l'autre supplie, on peut trouver des signaux d'alarme qui définissent la situation. La lettre E comme étouffant ou G comme je ne t'ai rien demandé. Répétez-la en boucle pour, primo, vous en convaincre. Secondo, sortez de l'emprise. Pouvoir résumer en un mot, en une lettre, un défaut,
une personnalité, permettent de comprendre ce qui se joue, ce qui nous fait du mal et de prendre du recul. 5 étapes à respecter pour trouver enfin le bon. À chaque histoire, on croit à l'amour. Après chaque rupture, on y croit moins. Et si rencontrer l'homme de sa vie était plus une question d'état d'esprit que d'opportunité. Après la quarantaine, on a déjà connu, non pas un mais, plusieurs hommes de sa vie. On a aimé, brisé de cœur, on a été quitté, on a pleuré des rivières avant de retomber amoureuse. Certains devaient enfin trouver The One. Pour finalement revenir sous son enthousiasme, le soi-disant grand aventurier ayant la phobie des voyages. Retour cas célibat. Selon une étude britannique parue en 2011, avant de trouver l'âme sœur, une femme vit 7 relations, dont 5 de plus d'un an et demi. Pour être sûr de trouver le bon, faut-il changer de look, provoquer les opportunités, écumer les rooftops à la mode ou se créer un profil sur des sites de rencontres. Pas forcément. Selon Musa Napati, psychanalyste et auteur, la quête du bon partenaire passe d'abord pour une pause, un arrêt sous image de son passé sentimental, de ses échecs, de ses attentes. Au lieu de rester un portrait robot improbable de l'homme idéal, d'être de plus en plus sélectif à chaque rencontre. Cherchons plutôt à comprendre pourquoi cela ne dure pas avec un homme. 1. Trouver le point commun entre tous ces ex. A priori, nos ex sont différents les uns des autres, même si notre nature nous oriente plutôt vers des hommes drôles, beaux et intelligents. Mais quel point commun peut-il y avoir entre goûteurs, ingénieurs rencontrés à Cologne et Price, business developer le jour et DJ la nuit, sans parler des précédents. Même si les similitudes sont bien cachées, on répète les mêmes histoires. Gunther, Price et les autres possèdent peut-être en commun un caractère un peu ours et une incapacité à s'engager. Ce n'est pas la malchance qui nous précipite dans les bras de tel ou tel homme, mais une propension à aller vers ce que l'on connaît bien, même si cela fait mal. C'est le répète de relations amoureuses fusionnelles, suivies de ruptures douloureuses. C'est souvent qu'il y a eu une rupture dans l'attachement fusionnel avec la mère. On choisit un partenaire qui va nous faire revivre l'angoisse d'abandon, plutôt que quelqu'un de disponible. Car ce n'est pas un scénario auquel on est habitué. Dans le choix d'un amoureux, ce sont moins des critères objectifs qui interviennent que les attentes que l'honneur enfant. Une demande d'amour et de reconnaissance bien trop importante lorsqu'on est adulte. 2. Se laisser du temps même si on est pressé. Même si on n'est pas tourmenté par l'horloge biologique, on peut être dans l'urgence de refaire sa vie après une rupture. Certains sont même passés champions dans l'art de collectionner les histoires à intervalles rapprochés. On n'arrive même plus à les féliciter qu'on indice. J'ai rencontré quelqu'un, tant on a l'impression d'un disque rayé. Est-ce si difficile d'assumer d'être seul durant une période donnée? On est moins bien si l'on n'est pas accompagné. Comme le souligne Musa Napati, l'amour n'est pas une thérapie. L'épanouissement passe par d'autres réalisations. Il faut désacraliser l'amour et la sexualité, d'autant qu'un couple se construit aussi autour d'autres choses, affinités intellectuelles, projets communs. Du temps pour faire le point, oublier les précédents chéris et du temps pour mieux se découvrir soi-même. Et c'est comme ça, au moment où on s'y attend le moins, que l'amour, le vrai, le bon, débarquera dans notre vie. 3. Se recentrer sur soi, ses attentes. Plus qu'on a envie d'être en couple, plus on est prêt à prendre sur soi pour se conformer aux désirs de l'autre.
C'est ainsi qu'on se retrouve à partir en week-end, relais et château, alors qu'on rêvait d'une pause rase, mat et piscine. Bientôt, on passe au plan alors qu'on avait juré ne jamais changer de tête pour plaire à un homme. Être à l'écoute, fait plaisir, oui, mais donner de soi une image faussée, non. À long terme, cela crée des malentendus. Se recentrer sur soi, c'est facile à dire, difficile à faire. C'est pourtant la clé de la réussite en amour. Selon Moussa Napati, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour accorder moins d'importance à ce que l'autre dit ou souhaite. Ce que l'on cache, les autres le perçoivent très bien. Étant connecté à ce que l'on est au fond de soi, bas à ce qu'on laisse paraître. Plus que l'adaptabilité à un partenaire, ce qu'il nous faut travailler en premier, c'est l'estime de soi et la joie de vivre. 4. En finir avec le portrait idéalisé de l'homme parfait. Plus on vit de ruptures, plus on devient prudente et méfiante. On n'a plus envie de perdre son temps, ni de s'infliger de nouvelles déceptions. Si cela n'a pas marché avec notre dernier amoureux, se dit-on, c'est parce que l'on n'a pas assez cerné le personnage avant de se lancer dans une romance avec lui. Et il a fallu composer ensuite avec ses tics de langage et sa manie de couper l'eau chaude pour faire des économies. Le prochain, c'est décidé, passera sous le détecteur de défauts avant même le premier dîner aux chandelles. On prose l'affiche signalétique de l'homme idéal. Il est poisson, ascendant, scorpion, bardé de diplômes, ceinture noire de karaté et doué au fourneau. Si ces spécimens existent, barriant qu'il habite sur notre planète. Pour Moussa Napati, la quête de l'homme parfait censée baliser les rencontres, limiter les déceptions, revient surtout cette représentation de l'amour. Une relation pourrait nous combler sur tous les plans, et cela renvoie à quoi? Au paradis perdu, au premier lien avec la mère dont le bébé dépend et attend tout. Si ce lien était douloureux, chaque situation de frustration, d'incompréhension va réveiller cette souffrance et pousser à chercher non pas un compagnon, mais un amant maman. Croire que sur homme existe et est là, le meilleur moyen de tester seul quand nous ne sera à la hauteur des attentes. 5. Se méfier du phénomène tout nouveau, tout beau. Idéaliser de l'autre. Au début, c'est normal et même souhaitable. Cet état de grâce ne dure pas longtemps. Alors autant en profiter. Mais ce n'est certainement pas durant cette phase de tout nouveau, tout beau qu'il faut faire de projets et ménager chez son amoureux avec son lapin nain. Tôt ou tard, il y aura de la friture sous les ondes. Le lapin nain va grignoter les câbles de son ordinateur et Chérie va avoir envie d'en faire activer. Premier sujet de dispute. Si un amoureux a son prix. Ensuite, idéaliser l'autre, c'est vite pesant dans la mesure où nous avons envie d'être parfait. Âge 24. Le proche nickel, le sens de la prépartie de ce bilan. Dans une relation normale, on passe le cap de l'idéalisation et on s'ajoute à la réalité, au défaut de l'autre. Après tout, nous non plus, on n'en est pas exempt. Mais certains font une fixette sur le défaut de l'autre. Et cela vient éclipser tout le reste. Les qualités, les fous rires ensemble, les blagues au sujet de lapin nain. Pour Moussa Napati, les défauts de l'autre, quand ils prennent de l'importance, ne sont qu'un prétexte pour faire échouer les relations. Et c'est une manœuvre pour masquer ses propres défauts, peut-être difficile à accepter. Les défauts ne sont que des limites en réalité. La preuve qu'on est bien en quai et en os et non pas en pierre de taille.